Tabasco. La McIlhenny Company fabrique la sauce Tabasco sur Avery Island, en Louisiane, depuis 1868, ce qui en fait l'une des plus anciennes sauces piquantes produites commercialement encore en activité continue. Edmund McIlhenny, banquier reconverti en botaniste amateur, cultivait des poivrons capsicum frutescents sur l'île, les écrasait avec du sel extrait directement de son sous-sol et faisait vieillir le mélange dans des barriques de chêne blanc pendant 3 ans au maximum avant de l'incorporer à du vinaigre distillé. Ce procédé est resté essentiellement inchangé. Les poivrons sont toujours récoltés à la main par des travailleurs qui comparent leur couleur à un petit bâton rouge. Si le poivron correspond, il est prêt. Le sel provient toujours du dôme souterrain de l'île. La sauce elle-même est plus liquide que la plupart, presque aqueuse, avec une note de vinaigre tranchante qui devance la chaleur. Les indices de Scoville se situent quelque part entre 2500 et 5000 unités, ce qui est doux selon les critères modernes, mais la présence du vinaigre la fait paraître plus mordante que ces chiffres ne le laissent entendre. McIlhenny a déposé le nom Tabasco comme marque en 1870, l'une des premières marques enregistrées pour un produit alimentaire aux États-Unis. Le mot vient d'un état mexicain, et probablement d'un terme nahuatl, signifiant lieu où le sol est humide, ou peut-être lieu de la coquille d'huître. Les linguistes ne se sont pas encore mis d'accord. Pendant la Seconde Guerre mondiale, McIlhenny a mené avec succès des démarches pour que le tabasco soit inclus dans les rations militaires américaines. C'est ainsi qu'une sauce piquante de Louisiane s'est retrouvée sur des tables allant de l'Afrique du Nord au Pacifique. Sriracha. La version que la plupart des gens connaissent, celle dans la bouteille au coq, a été créée par David Tran, un réfugié vietnamien-chinois qui a fui Saigon en 1979 et s'est finalement installé à Los Angeles. Il a fondé Huy Fong Foods en 1980, nommé d'après le cargo qu'il avait conduit à Hong Kong. Sa sauce s'inspirait librement d'un style de sriracha, une ville côtière de la province de Chonburi, en Thaïlande, où des sauces chili aux ingrédients similaires étaient fabriquées depuis des décennies. Mais le produit de Tran n'est pas une copie directe de la sriracha thaïlandaise. Il est plus épais, plus sucré et plus aillé. La base est composée de jalapeños rouges, cultivés presque exclusivement par une seule ferme dans le comté de Ventura, en Californie, récoltés entre août et octobre. Ces poivrons vont directement du champ à l'usine. Huy Fong fabrique ce qu'elle appelle une sriracha, fraîche, sans période de fermentation comparable à celle du tabasco. Le bouchon vert distinctif est un détail fonctionnel. Tran avait attribué un code couleur à ces 3 sauces d'origine par bouchon de bouteille, afin que les clients non anglophones de Chinatown puissent les distinguer. Huy Fong n'a jamais diffusé une seule publicité traditionnelle. Le culte qui s'est formé autour de la marque s'est construit entièrement par bouche à oreille dans les restaurants vietnamiens et chinois avant de se répandre vers l'extérieur. Au début des années 2010, elle était devenue un condiment américain générique, le genre de choses que les gens se font tatouer sur le bras. En 2022, une sécheresse et une contamination bactérienne dans la récolte de jalapeños ont provoqué une pénurie sévère qui a fait monter les prix sur les marchés secondaires au-dessus de 40 $ la bouteille. Tran n'avait aucun fournisseur de secours. Cholula. Cholula porte le nom de l'une des villes en habitation continue les plus anciennes du Mexique, un endroit dans l'état de Puebla qui était déjà un grand centre cérémoniel avant l'arrivée des Espagnols. La sauce elle-même est bien plus récente. Elle a été produite commercialement pour la première fois à Chapala, dans le Jalisco, en 1989, mais le nom est porteur de sens de façon délibérée. Les 2 poivrons principaux de la Cholula sont le piquin et l'arbol, tous 2 petits, à parois fines, et intensément aromatiques plutôt que simplement forts. Les poivrons piquants en particulier ont une qualité fruitée et légèrement fumée que les sauces à dominante vinaigrée comme le tabasco ne cherchent pas à reproduire. La plage de Scoville est d'environ 1000 à 2000 unités, ce qui rend la Cholula franchement douce. Le bouchon en bois est l'élément visuel le plus reconnu de la marque. Une histoire d'origine pratique. Les premières bouteilles utilisaient les fermetures disponibles et le bois est devenu l'identité de la marque. Cholula s'est développée sur le marché américain dans les années 1990, se positionnant explicitement comme une sauce de table, le genre qu'on verse plutôt qu'on secoue goutte à goutte. Elle a trouvé un ancrage particulier dans les restaurants Tex-Mex, où le profil de saveur s'accordait mieux à la cuisine que les sauces au vinaigre plus tranchantes. La marque appartient désormais à un conglomérat français, McCormick et compagnie, l'ayant racheté en 2020 pour 800 millions $. Ce prix d'achat, pour ce qui est fonctionnellement un condiment de table doux, donne une indication du sérieux avec lequel le marché mondial des condiments considère la sauce piquante mexicaine comme une catégorie à part entière. Tapatio. José Luis Saavedra Sr. a fondé Tapatio Foods en 1971 à Maywood, en Californie, une banlieue de Los Angeles à forte population d'immigrants mexicains. Il a nommé la sauce d'après Tapatio, le terme familier désignant quelqu'un originaire de Guadalajara, dans le Jalisco, sa région natale. La sauce est une sauce de table au piment rouge simple,
fabriquée à partir de piments rouges séchés, d'eau, d'épices et d'ail. Elle est légèrement plus épaisse que le tabasco, avec une chaleur plus ronde et une dominance de vinaigre nettement moindre. Les indices de Scoville se concentrent autour de 3000 unités. Ce qui rend l'histoire de Tapatio digne d'être racontée, c'est le modèle de distribution. Saavedra a construit la marque presque entièrement à travers les restaurants mexicains du sud de la Californie, livrant lui-même le produit dans les cuisines qui servaient les communautés déjà familières avec ce profil de saveur. Aucun investissement extérieur, une publicité minimale, une saturation régionale lente, cela a pris des décennies, mais dans les années 1990, la marque avait une base de fidèles qui s'étendait bien au-delà de la communauté latino. Le moment de transition pour la marque est venu en grande partie des Doritos parfumés au Tapatio, lancés en 2012 dans le cadre d'un accord de licence qui a mis le logo devant un tout autre public. La sauce elle-même n'a pas changé. Le logo, un homme moustachu coiffé d'un large sombrero, est resté essentiellement inchangé depuis 1971. L'entreprise est toujours familiale. C'est en réalité inhabituel à cette échelle commerciale, où la plupart des marques comparables ont été absorbées par des portefeuilles multinationaux. Biber Salkasi. Le biber salkasi, Beber Salcha Su, est une pâte de poivron turc, et c'est moins une sauce piquante qu'un ingrédient de base en cuisine. Le nom signifie simplement pâte de poivron. Il en existe deux versions. Tatli, la forme douce à base de poivron rouge doux, et Assi, la forme forte, à base de piment rouge épicé, séché et écrasé. Le niveau de chaleur dans la version Assi varie considérablement selon la région et le producteur, mais il est rarement ce qu'un consommateur occidental appellerait extrême. La préparation est autant agricole que culinaire. Dans l'Anatolie centrale et du sud-est, particulièrement autour d'Antakya, Gaziantep et Maras, les poivrons sont séchés au soleil pendant plusieurs jours à la fin de l'été, puis broyés et mélangés avec du sel et parfois de l'huile d'olive avant d'être réduits, soit au soleil, soit à feu doux, en une pâte dense et concentrée. La couleur devient un rouge brique profond. La saveur est terreuse, salée et pleine plutôt que tranchante. Il est utilisé comme base pour les ragoûts, dissous dans l'huile de cuisson en début de plat, incorporé dans la viande hachée pour les keftes, ou étalé sur du pain. Le biber salkasi n'est généralement pas servi comme condiment à côté des plats finis, il vit dans le processus de cuisson. La cuisine turque l'utilise comme la cuisine française utilise la pâte de tomate, invisible comme ingrédient, essentiel au résultat. Des versions industrielles existent et sont largement exportées, mais la version artisanale, préparée dans des jarres en céramique sur les toits pendant les fortes chaleurs de l'été, est considérée comme d'une toute autre nature par quiconque a goûté les deux. Piri piri, le piment oiseau africain, capsicum fruité sans variété, poussait déjà dans toute l'Afrique subsaharienne quand les marchands portugais sont arrivés au XVe siècle. Ce qu'ils ont apporté, c'est le nom. Piri piri, ou peri-peri selon l'ancienne colonie portugaise où l'on se trouve, vient probablement d'un mot swahili, ou ronga, signifiant poivre-poivre. La répétition est intensive, non redondante. Les Portugais ont apporté des plants de piment d'Amérique du Sud vers l'Afrique de l'Ouest dès les années 1490, et ces plants se sont remarquablement bien adaptés à la côte est africaine, notamment au Mozambique et en Angola. En quelques générations, le piment s'est ancré dans l'agriculture et la cuisine locale, au point que beaucoup pensaient qu'il était indigène. Le piment piri-piri lui-même est petit, fin et férocement fort, entre 50 000 et 175 000 unités Scoville, selon les conditions de culture. Le principal composé chimique est toujours la capsaïcine, mais le rapport capsaïcine/dihydrocapsaïcine dans les piments oiseaux lui confère une chaleur vive et immédiate, plutôt qu'une brûlure qui monte lentement. La sauce le plus souvent associée au nom est la version portugaise mozambicaine. Des piments piri-piri mixés avec du jus de citron, de l'ail, de l'huile et du sel, parfois agrémentés de paprika ou d'herbes. Nando's, la chaîne de restaurants sud-africaine portugaise, a commercialisé cette sauce à l'échelle mondiale à partir des années 1980. Leur version est plus douce que l'équivalent fait maison et considérablement plus sucrée. Les cuisiniers mozambicains ont tendance à ne pas la reconnaître. Scotch bonnet. Le Scotch bonnet est un cultivar de Capsicum chinense, étroitement apparenté au habanero, et il se situe entre 100 000 et 350 000 unités Scoville. À l'extrémité inférieure, c'est encore environ 40 fois plus fort qu'un jalapeno. Son nom vient de sa ressemblance avec le Tam O'Shanter, le béret plat en laine écossais, auquel le piment ressemble effectivement quand on le regarde de dessus. Un dôme aplati, légèrement côtelé, avec une petite tige. Il est arrivé dans les Caraïbes par les routes commerciales ouest-africaines, presque certainement pendant la période de la traite transatlantique des esclaves, et est au cœur de la cuisine caribéenne depuis au moins le XVIIe siècle. La Jamaïque, Trinidad, la Barbade et le Ghana le considèrent tous comme un ingrédient national, même si chacun l'utilise différemment. La saveur est véritablement fruitée et tropicale
avant que la chaleur n'arrive. On note des arômes d'abricot et de cerises que la plupart des autres cultivars de piment à ce niveau de chaleur n'ont tout simplement pas. C'est cette complexité aromatique qui fait que les piments Scotch bonnet ne sont pas interchangeables avec les habaneros dans les recettes caribéennes, même si leur niveau de chaleur se recoupe. Dans la préparation du jerk jamaïcain, les piments Scotch bonnet entiers ou incisés sont généralement ajoutés aux marinades ou au four de cuisson, plutôt qu'être réduits en purée, ce qui libère lentement la saveur dans la viande environnante sans répartir pleinement la capsaïcine. La même logique s'applique dans la sauce piquante trinidadienne, où les graines sont parfois retirées sélectivement pour gérer la chaleur, tout en conservant la saveur. Le piment est extrêmement difficile à cultiver en dehors des climats tropicaux et subtropicaux, ce qui contraint davantage la production que la demande. Salsa macha. La salsa macha est une sauce chili à base d'huile de la côte du golfe du Mexique, associée spécifiquement à Veracruz et à Oaxaca, bien que des versions régionales existent dans tout le sud du Mexique. La caractéristique distinctive est la suspension dans l'huile. Des piments séchés, généralement des moritas, des mulattos ou des anchos, parfois une combinaison, sont brièvement frits dans une huile neutre avec de l'ail, puis le mélange entier est mixé sans être filtré. Le résultat est une sauce épaisse, foncée, légèrement grumeleuse, dont la texture se rapproche davantage d'un beurre de cacahuète avec des morceaux que de n'importe quelle sauce piquante versable. Certaines versions incluent des cacahuètes, des graines de sésame ou des noix de pécan ajoutées à l'étape de la friture. La chaleur peut aller de douce à prononcée selon le choix des piments, mais la chaleur n'est pas vraiment l'enjeu. L'enjeu, c'est la profondeur. L'huile capte les composés aromatiques liposolubles du piment, principalement des capsaïcinoïdes, mais aussi des centaines de molécules aromatiques que les sauces à base d'eau ne peuvent tout simplement pas extraire. C'est pourquoi la salsa matcha a un goût fumé, de noisettes et complexe, d'une façon que les sauces à base de vinaigre n'approcheront pas. Le nom matcha est le féminin de macho dans ce contexte, traduit approximativement par audacieux ou féroce, bien que la férocité de la sauce tienne davantage à l'intensité de la saveur qu'au chiffre Scoville. Elle s'utilise principalement comme sauce de finition, versée à la cuillère sur des œufs, du maïs grillé, des quesadillas ou incorporée dans des haricots. Elle se conserve mal à grande échelle parce que l'huile peut rancir sans une manipulation soigneuse, ce qui explique en partie pourquoi elle est restée un produit régional pendant si longtemps, tandis que les sauces, construites autour de la conservation au vinaigre, traversaient les marchés internationaux des décennies plus tôt.